On termine les amis et on termine avec Sébastien Lefébure qui est le directeur général Europe du Sud de Manhattan Associates. Bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien, et grâce à toi je vais apprendre déjà le nom d'une entreprise, mais enfin ça c'est à peu près tous les jours, et le nom d'une activité. Parce que je ne savais pas qu'il y avait des spécialistes aujourd'hui de la gestion, mais c'est logiciel. Tu t'occupes pas du tout de hardware, gestion Exactement. logicielle des entrepôts. Voilà, qui est une activité très spécialisée, ce qu'on appelle un niche player, et en même temps une activité sur laquelle Manhattan Associates est une société à la base américaine présente en France depuis 20 ans, qui représente à peu près 600 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Alors, niche player, je vais reprendre une phrase, c'est une phrase que m'avait donnée à l'époque le patron d'Edenred. Je lui disais que les tickets restaurants, c'était une niche fiscale, et il m'avait dit une niche de cette taille-là, ça s'appelle un chenil, je me souviens. Et il n'avait pas tout à fait tort. C'est un peu la même chose pour toi. Oui, exactement. C'est-à-dire que là, l'explosion logistique va rendre indispensable aujourd'hui cette gestion logicielle. Raconte-moi ce que tu fais, raconte-moi ce que tu apportes aux entrepôts. Alors, Manhattan, en tant qu'éditeur et intégrateur, c'est-à-dire qu'on met en œuvre nos solutions, on intervient pour le déploiement du logiciel. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'explosion des volumes e-commerce, le niveau de sophistication des entrepôts, et pas uniquement des entrepôts, on en reparlera certainement après, est devenu très important. Et donc les entrepôts qui font plusieurs hectares, plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, avec de temps en temps plusieurs centaines d'opérateurs, travaillent en temps réel et ont besoin en fait de savoir exactement ce qu'ils doivent faire. Et donc ça, on le fait en temps réel avec un pistolet radiofréquence, un peu comme une application sur un smartphone endurci, qui va permettre de guider en fait les opérateurs dans l'entrepôt et d'optimiser ça. Comment ça, guider les opérateurs dans l'entrepôt? Et on leur affiche en disant il faut aller à tel endroit dans l'entrepôt pour faire un prélèvement. Donc ils ont un petit device, c'est ce que tu appelles un pistolet, exactement. Toi. Mais pourquoi un pistolet? Parce qu'à la base, ça a une forme, ça a évolué, mais c'est pour bien le tenir. Pour bien le tenir, voilà, d'accord, pour que ça ne gêne pas. Et en fait, ils ont une carte, quoi, et ils suivent la carte. Et donc ils ont une série d'instructions. On leur demande d'aller à certains endroits dans l'entrepôt pour faire un prélèvement, faire un réapprovisionnement, c'est-à-dire prendre une palette et venir la mettre à un endroit. On va venir faire du prélèvement à la pièce. Parce qu'il y a la gestion immédiate. Et puis, il y a la préparation, en fait, indispensable de la gestion, j'allais dire du lendemain, mais même de l'heure qui va suivre ou des 2 heures qui vont suivre. Voilà, alors, historiquement, l'entrepôt, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est sur un horizon de temps qui permet, en fait, de déclencher des opérations avec peut-être une journée à l'avance. Ouais. Voilà mon activité du lendemain. Donc, relativement simple, hein, on planifie l'activité, puis il y a quelques aléas qu'il faut gérer, mais mieux on planifie, plus ça se passe bien. Et maintenant, un entrepôt, il a bien évidemment du réassort de boutiques à faire, c'est-à-dire les ventes de la veille, par exemple. Donc ça, c'est une activité assez traditionnelle. Mais il va y avoir des commandes e-commerce qui tombent, et certaines qui doivent partir sous 24 heures, certaines sous 2 heures. Et donc, en fait, il est bombardé en temps réel de sollicitations. Et donc, avec des équipements industriels, de plus en plus de robots qui permettent en fait de préparer des commandes ou d'intervenir sur un flux de préparation. Et donc, on est en train de gérer une usine à colis. Optimisée. Mais une usine à colis, mais c'est encore plus compliqué que ça, parce que c'est une usine à colis personnalisée. Alors, comme tu l'as dit, entre celui qui a payé pour avoir sa livraison dans les 2 heures et celui qui peut attendre quelques jours. Alors, ça va plus loin. Le rôle de l'entrepôt aujourd'hui, c'est aussi des étapes de personnalisation avancée ou différenciée. C'est-à-dire que certaines étapes de personnalisation qui pouvaient rester, par exemple, au niveau de la boutique au dernier moment, je ne sais pas, un gravage, un étiquetage particulier, ben on va chercher en fait à remonter ces opérations dans les entrepôts de façon à les mettre à un endroit où on peut avoir une... ça va être plus ergonomique, plus rapide, plus de volume plus aussi, quoi, voilà, ou une seule machine plutôt qu'en mettre une dans chaque boutique, par exemple. Donc l'entrepôt a ces capacités-là. Alors, donc, on imagine ça, les entrepôts qui traitent plusieurs centaines de milliers de lignes de commande par jour, plusieurs centaines d'opérateurs. Plusieurs centaines de milliers de lignes de commande par jour. Exactement. Plusieurs opérateurs, centaines d'opérateurs, sur des grosses surfaces, ça donne un terrain de jeu phénoménal en termes d'optimisation. Et avec l'introduction en plus de nouvelles technologies,
plus la robotisation avec laquelle on vient s'intégrer, parce que vous l'avez signalé, en fait, on est complètement agnostique en fait, au choix de robotisation, de mécanisation. Et donc, nous, on vient se connecter avec, les différents équipements choisis par nos clients. Et tout le monde joue le jeu, c'est-à-dire il n'y a pas, j'en sais rien, un fabricant de robots qui se dit tiens, il y a quand même de la marge intéressante à se faire sur le boulot de Manhattan et je vais peut-être essayer de remonter un peu dans la chaîne de valeur. Si, il peut y en avoir certains qui ont ce positionnement-là, mais l'intérêt, c'est quand même, déjà, c'est assez rare qu'il y ait un seul centre de traitement de commandes. Et puis, en fait, les investissements au niveau des chaînes de distribution en fait, des clients font que on va se retrouver à certains moments à avoir des entrepôts qui ont un fort niveau de robotisation, d'autres moyens, d'autres très faibles. Et donc, en fait, il faut jouer avec ces variables d'ajustement, juste basées sur l'activité. C'est-à-dire que là où une activité, en fait, tous les ans, elle grossissait, elle s'accroissait de quelques pourcents d'une année sur l'autre, mais on pouvait répliquer en fait des modèles de prévision. Tout ça a complètement volé en éclats, encore plus avec la crise de l'année dernière, parce qu'il y a eu un changement fondamental des volumes entre ce qui était consommé en boutique et le e-commerce. Donc tous les modèles ont volé en éclats, et donc on est sur des modèles d'agilité et de réactivité quasi immédiate. Donc dans ce cadre-là, ce que les distributeurs aussi ont fait, ceux qui ont des boutiques sur lesquelles ils peuvent venir s'appuyer, c'est qu'ils ont commencé à jouer avec saturer les entrepôts et en même temps tenir compte du statut des boutiques. Peut-être qu'elles sont dans des zones dans lesquelles on peut avoir des employés en magasin, mais ils ne peuvent pas en fait accueillir de public. Et donc dans ce cas-là, on leur fait faire de la préparation de commandes pour des commandes e-commerce plutôt que les avoir au niveau de l'entrepôt. Ou bien l'entrepôt est fermé parce qu'il se retrouve dans une zone qui est une zone de cluster. Et donc automatiquement, je viens m'appuyer sur le réseau magasin pour continuer à faire du e-commerce parce qu'on est sur un niveau de satisfaction client. Donc chez Manhattan, on gère en fait ces trois piliers-là. Le pilier qui est la promesse en temps réel, c'est-à-dire connecté en fait au site web et qui va permettre de dire quand on met les articles dans un panier, en disant OK, basé sur les caractéristiques du panier, voilà. Est-ce qu'on va venir le sourcer sur cet entrepôt ou par exemple sur cette boutique qui a les 3 articles en stock et on est plus proche du client, on peut comme ça lui permettre de venir faire un retrait en 2 heures et puis ça va coûter peut-être un petit peu plus cher, mais si on prend en compte l'intégralité des coûts, ce stock qui est piégé en boutique, c'est plus intéressant. Mais la donnée sur le stock en boutique, elle est humaine celle-là. Alors, elle est plus volatile. Elle est plus volatile. Parce que, évidemment, il y a un client qui est peut-être rentré dans la boutique, qui a pris une robe à tel endroit et qui l'a remis sur le mauvais portant. Mais on vient gérer, en fait, aussi ces différents... Fait film. T'imagines la scène, juste elle le met sur le mauvais portant, et derrière, t'imagines en cascade la chaîne de catastrophe qui arrive jusque... On vient l'intégrer. C'est-à-dire, ça, c'est une réalité du monde du retail. C'est-à-dire que on va peut-être pas la marge d'erreur forcément. Exactement, on va peut-être pas la retrouver. Donc c'est pas grave. Dans ce cas-là, en fait, ça va basculer sur notre boutique. Et puis par contre, on va envoyer un message à la boutique pour que, en fait, elle fasse un inventaire, etc. Elle retrouve en fait cette pièce ou elle la déclare potentiellement perdue, volée, etc. Donc voilà, il y a tout le calcul de la promesse et puis il y a toute la partie exécution, entrepôt et transport. Et donc on voit que aujourd'hui, pour optimiser en fait une chaîne de distribution, on a besoin de ces 3 piliers. C'est pas une question juste de satisfaction client, c'est une question de profitabilité, de rentabilité. Le transport, lui, il est souvent externalisé. Oui, très souvent. À travers les expressistes. Ouais. Alors, et donc, c'est là que tu t'arrêtes, en fait, toi, tu t'arrêtes quand les expressistes prennent en charge le colis. Oui, on s'intègre avec eux, déjà pour choisir aussi celui qui va pouvoir livrer dans cette zone, potentiellement les mettre en compétition en fonction des tarifs en fait, que les différents proposent, tout ça au bénéfice en fait, du client final et du distributeur. Par contre, dans une supply chain un petit peu, une chaîne de distribution un petit peu complexe, il y a du remplissage camion potentiellement optimisé. C'est-à-dire que je vais faire des tractions entre 2 entrepôts. Donc peut-être que je peux mettre mes colis e-commerce dans mes tractions entre 2 entrepôts parce que je vais avoir des meilleurs tarifs en fait sur une zone transfrontalière. Donc voilà, c'est cette complexité. Et ça aussi, Manhattan... C'est ce qu'on fait. Transport. Le remplissage des camions, c'est aussi quelque chose... Optimisation transport. Optimisation entrepôt et pilotage de la demande et de la satisfaction en fait, du client. Bon, on est au bout. Tu reviendras pour qu'on parle de dark stores. Comme il y a des dark kitchens, il y a maintenant des dark stores.
On va rentrer dans la dark economy d'ailleurs, les amis. Non, mais c'est un nouveau monde, hein, un nouveau monde qui est en train de se structurer. Un mot de conclusion, c'est juste sur l'explosion des volumes. Ce que j'entends partout, c'est que ça va pas retomber. Non, c'est des habitudes qui ont été prises. c'est ça. Il y a des tendances de fond. Les distributeurs ont gagné à peu près 3 ans sur leur croissance e-commerce au travers de la crise. Ça a forcé tout le monde à accélérer sur la digitalisation. Non, on reviendra pas là-dessus. Après, la question, c'est comment le rendre profitable. Hein. Il y a un vrai enjeu pour les distributeurs. Merci Sébastien. Sébastien Lefébure, donc le directeur général Europe du Sud de Manhattan Associates. Alors, ça s'appelle très exactement Warehouse Management System. Voilà. J'ai appris ça, moi, aujourd'hui. Les amis, on se retrouve demain.